La situation sécuritaire dans l'est du pays demeure de plus en plus préoccupante et le manque continue toujours à être enregistré malgré le prouesse de FARDC sur terrain. C'est dans ce cadre que l'honorable Jackson Ahoussé Afingoto, député national d'Ensemble pour le changement, a adressé une lettre auprès de la présidente de la Chambre basse du Parlement pour interpeller le député sur la situation désastreuse que traverse la population de l'Est. Une façon également pour interpeller les autorités du pays sur la situation désastreuse de la population de l'Est qui sont les électeurs également de ce député. C'est dans ce cadre que nous avons invité sur ce plateau l'un des députés et notables du coin pour essayer un peu de nous parler en long et en large sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Il s'agit là du député national Jackson Ahoussé Afingoto, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, je suis très heureux de votre invitation. En tout cas, merci d'avoir réussi à cette invitation malgré la précipitation dans laquelle nous vous avons invité. On n'a pas le choix, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça, c'est pour cela que nous étions votés et nous sommes à Kinshasa effectivement pour ça. En tout cas, je viens de l'annoncer au début de cette émission que vous êtes notable du coin, de la partie plus précisément, on peut le savoir. De la province de l'Ituri en général, mais des territoires d'Irumu en particulier. Mais non, aujourd'hui, en parlant de cette situation sécuritaire, qu'est-ce qui s'est passé exactement en Ituri, précisément à l'heure où nous parlons? En fait, c'est inacceptable. Ce qui se passe en Ituri, madame, ça nous laisse à désirer. Vous ne pouvez pas comprendre, madame. Parce que c'est même difficile de parler de la guerre à l'Est aujourd'hui. Parce que la guerre, c'est un concept connu de tout le monde. On parle de la guerre car il y a deux forces qui peuvent nécessairement avoir la proportionnalité dans leurs moyens. Ça frotte. Mais ici, nous sommes dans une situation où une population civile, une population civile autochtone qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans la politique ou tout ce qui peut se passer à travers le monde, est en train de mourir. Et c'est là chaque jour. C'est aussi ça la gravité. C'est là chaque jour que vous allez vous réveiller comme ça un petit matin qu'il y a 20 personnes tuées, qu'il y a 30 personnes tuées. Et ça devient très compliqué. Et les morts et les personnes qui sont restées vivantes, vous comprenez qu'il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie parce que dans un village où on va abattre 20 personnes un seul jour, imagine avec moi l'esprit, n'est-ce pas, de cette population environnante. Donc les gens ne vont pas au champ, les gens ne se concentrent pas, les enfants ne doivent pas aller à l'école, ainsi de suite. Il y a des cas d'avortement par-ci par-là, vu l'émotion, tout ça. Et donc voilà, ce qui se passe à l'Est, Moi je suis ici, je suis avec toi ici à Kinshasa. Vous allez me poser cette question certainement. Pourquoi je suis à Kinshasa? Or nous sommes à la vacance parlementaire. Mais comment je dois aller? Je dois aller où pour la vacance parlementaire? Il me faut peut-être aller à Chikapa, il me faut peut-être aller à Lubumbashi. Mais si vous me demandez d'aller à Ituri, ça sera compliqué parce que moi j'y étais. Mais j'étais obligé de rebroucher, de rentrer ici. Et je vous informe que mon garde du corps a été tué. Mon garde du corps a eu la mort quand il faisait les patrouilles. Ils sont tombés dans une embuscade. Ils étaient 6 policiers et on les a tous tués, 6 policiers. Il s'appelait Pascal, paix à son âme. Il s'appelait Pascal, il est tombé ensemble, Pascal Erabo, il est tombé ensemble avec ses 5 autres collègues, tout. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez des difficultés pour aller voir, ne serait-ce que vos électeurs, pour faire le compte rendu. Nous avons énormément de difficultés. Et même nous demandent de rentrer. Vous voyez? Donc vous arrivez comme ça dans votre village, vous arrivez comme ça dans votre territoire, mais la population vous dit qu'il faut rentrer. Vous leur demandez de rentrer pourquoi? Ils disent non, il ne faut pas être ici. Parce que si nous allons vous perdre, comme nous sommes en train de mourir, et si vous mourrez aussi ensemble avec nous, nous serons finis. Donc il faut rentrer parce que sinon, ça sera compliqué. Vous pouvez être plus ciblés que nous autres.
Alors, les forces de l'ordre qui sont là, quels sont leurs efforts qu'ils sont en train d'entreprendre pour essayer un peu de sécuriser le paisible citoyen? Quels sont les efforts de nos forces armées, par exemple? En fait, tous les services de sécurité générale, je ne peux pas parler seulement de l'armée, parce que la question de la sécurité, c'est une question multidimensionnelle. Il faut qu'il y ait plusieurs concours de plusieurs services pour y parvenir. Donc, nos services de sécurité générale qui sont sur le terrain, ils se battent. Nous devons être honnêtes. Ils se battent, ils sont sur le terrain, il faut des patrouilles, parce que je vous dis que mon garde du corps était mort, ils sont tombés dans l'embuscade parce qu'ils faisaient des patrouilles. Donc, c'est-à-dire que ce sont des jeunes hommes, des personnes qui travaillent. Mais malheureusement, à côté de ce qu'ils sont en train de faire comme travail, nous assistons à des cas de mort. Donc, apparemment, tout ce que nous faisons n'arrête pas l'ennemi. Tu vois, parce que nous devons être sur le terrain, mener des actions allant dans le sens d'empêcher effectivement à l'ennemi de ne pas atteindre son objectif, qui est celui du massacre, qui est celui du sabotage, qui est celui... Donc c'est là où nos actions doivent aller. Les services, il y en a sur le terrain, mais parfois nos services qui travaillent, n'est-ce pas, sans beaucoup de moyens logistiques, parce qu'il faut se déplacer d'un village à un autre, on ne peut pas faire 20 km à pied, on va faire 30 km à pied. C'est pour cela que je profite peut-être de votre antenne ou le plateau pour interpeller la conscience des autorités au niveau de Kinshasa d'appuyer suffisamment en matériel logistique. Nos éléments FARDC, nos éléments police. On peut dire aujourd'hui que nos services de sécurité sont butés à un problème de moyens logistiques. Tout à fait. Parce que nous parlons avec eux, nous échangeons avec eux. Ils vous montrent que nous pouvons aller plus loin, nous pouvons faire au-delà. Mais voilà, vous êtes ici, on vous appelle même par téléphone qu'à 10 km, les ennemis sont en train de tuer. À 10 km. Et dites-moi, comment tu quittes le point A pour aller au point B qui est à 10 km? Même si vous commencez à courir. Il faut avoir les moyens qui peuvent permettre d'arriver à temps réel à cet endroit-là. Et là, j'insiste. Parce que c'est parmi les problèmes. Il y a plusieurs autres solutions qui vont venir, mais parmi les problèmes, c'est le moyen logistique qu'on doit mettre. Il faut que la police de chez moi, la police de mon territoire, je parle du territoire d'Irumu, n'a pas de véhicule. Tout un état-major de la police, territoire, sans véhicule. Dites-moi. Voilà, un territoire de plus ou moins 12 chefferies. Tu vois, vous gérez comme ça. Vous me dites, moi, Jackson, que comme ça, on a mis des policiers dans votre territoire, il faut gérer votre territoire sans véhicule. Mais 12 entités, 12 chefferies. Au moment où l'autre avec côté, plus de 60 groupements. Au moment où des rebelles qui attaquent. Au moment où des rebelles, d'une manière isolée, le paisible citoyen. Tu vois, attaquent tout. Mais du coup, nos services limités des moyens logistiques, la volonté, la capacité, il y en a, sans doute, je vous affirme, madame. Nous avons des hommes qui peuvent déplacer la montagne s'ils ont les moyens. Voyez-vous, on parle avec eux, ils nous sécurisent, ils nous accompagnent, mais nous assistons à la limite de leurs moyens et nous disons, franchement, il faut que les moyens suivent. Mais est-ce que les miliciens là sont identifiés? Par exemple, ceux-là qui foutent un peu de désordre là dans la partie en Ituri par exemple, est-ce qu'ils sont identifiés? Oui, en Ituri, l'identification ou la circonscription. Donc ils sont circonscrits. Par exemple, à Djougou, on sait qu'il y a un groupe armé qui est en train de commettre beaucoup de bavures là-bas, qu'on parle de Kadeko, tout, vous comprenez que c'est un groupe de personnes identifiées comme telles et qui sont en train de connaître des bavures. Et dans le territoire d'Irumu, actuellement, les choses ont pu changer parce qu'on avait un groupe armé à Irumu qui était qu'on appelait FRPI, voyez-vous. Mais FRPI, depuis un certain moment, a adhéré à la dynamique de la paix, avec les cantonnements, tout. On a essayé de cantonner les éléments de FRPI et de ces côtés-là, on peut dire qu'il y a la calmie, quel que soit aussi le processus est en train d'appentir épais parce que jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore dans les cantonnements et l'accord tant entendu entre le FRP et le gouvernement traîne et nous disons il ne faut pas que nous puissions reculer parce que si nous reculons et que ces jeunes gens reprenaient encore la forêt, ça risque de ne pas nous être facile, ne pas nous être profitable parce que c'est un groupe qui était aussi actif, n'est-ce pas, dans cette zone-là. Donc, il y a des groupes qui sont identifiés comme tels et il y a des groupes aussi isolés qui interviennent, par exemple, actuellement avec la progression. Parce que le modus operandi de ce qui se passe aujourd'hui en Ituri, dans sa partie limitrophe avec le Nord Kivu, vous comprenez que la manière dont les opérations, la manière dont les tueries sont en train de s'organiser, c'est comme si c'est ADF. Vous voyez, bon, avec ADF, ils ne sont pas très, très clairement identifiés. C'est un groupe qui pratique les guérillas, tu vois.
il n'y a pas un état-major, il n'y a pas une revendication, tout ça. Il n'y a personne qui revendique tout ce qui se passe. Ils arrivent, ils opèrent, ils se retranchent et tout, voilà. Donc, au même moment, il y a des groupes identifiés, pour répondre à ta question, et il y a au moment des groupes qui font des guérillas, qui interviennent et qui tuent malheureusement la population, sans qu'ils soient formés là, identifiés. Mais est-ce que notre gouvernement fournit quand même des efforts pour essayer un peu de sensibiliser ces groupes armés dans cette partie du pays? Oui, la sensibilisation, il y en a, ça se passe quand même. Et il y a ceux-là qui s'y remettent quand notamment même. La FRPI, je vous parle des cas de FRPI, précisément dans les territoires du Roumou, la chefferie de Walendou Bindi, il y a un groupe armé qui était très actif là-bas et qu'on pouvait lui reconnaître beaucoup de mal à cette population. Mais aujourd'hui, suite au contact très avancé entre ces groupes et le gouvernement, nous sommes en train d'assister à une accalmie. Néanmoins, nous sommes en train de continuer à alerter, de dire qu'il faut que nous puissions aller jusqu'au bout avec le processus. Parce que l'arrêter au milieu, parce qu'aujourd'hui, il se pose encore de petits problèmes, il y a des revendications, ainsi de suite. L'accord traîne à être signé entre le gouvernement, tout ça. Donc, le gouvernement, de ce côté-là, est en train de faire. Mais pour moi, dans le domaine de la sécurité, les dialogues, les négociations, c'est bien bon, mais je n'ai toujours pas été très chaud dans cette approche-là. L'approche la plus importante, ça se fait dans les cas de Sahel, avec au Mali, tout. La guerre, madame, la guerre, il y en aura toujours. La guerre, il y en aura toujours. C'est pour cela que nous avons les services de sécurité. Vous voyez, nous devons nous préparer minutieusement pour affronter toutes les guerres qu'on peut nous imposer. La guerre, il y en aura toujours. Ils seront toujours là. Mais nous devons continuer avec la réforme des services de sécurité. Nous devons vraiment avancer très vite avec la réforme pour que nous puissions avoir une armée forte. Je ne dis pas que nous n'avons pas une armée, nous avons bien sûr une armée, mais il faut plus le renforcer à formation, le renforcer à matériel, lui donner les budgets qui soient conséquents, qui puissent lui permettre d'être efficace et aussi de travailler dans les cadres aussi, n'est-ce pas, parce qu'il se pose aussi le problème de la gestion des moyens qu'on a toujours mis à la disposition de nos services de sécurité et de l'armée en particulier. Il faut que la gestion soit rationnelle, il faut que la gestion soit transparente, de manière que tous les moyens qu'on peut allouer servent, n'est-ce pas, pour que nous puissions atteindre notre objectif, qui est celui de la sécurisation, de notre pays sans frontières. En fait, moi je me dis, la question de l'Est, je l'ai même dit hier, la question de l'Est doit être inscrite dans l'agenda de toutes les institutions de la RDC. Nous pouvons bien beau construire les routes, nous pouvons bien beau moderniser nos aéroports et consorts, mais aussi longtemps que nos citoyens meurent encore à l'Est, ça risque de ne pas avoir l'ampleur. Parce que quand on tue à Beni, quand on tue à Ituri, à l'extérieur on dit qu'on tue au Congo. Et plus on tue, plus les investisseurs vont nous poser encore d'autres obligations pour qu'ils viennent. Je ne vois pas un investisseur sérieux venir dans un pays où les citoyens ne sont pas encore protégés. Comment les citoyens ne sont pas protégés? Comment vous allez lui convaincre que non, ses capitaux, les moyens qu'il va venir sera protégés? Ça posera énormément de problèmes. Donc s'il y a une priorité, s'il y a un chantier qui revêt un caractère urgent chez nous, c'est la sécurisation à l'Est. C'est la sécurisation à l'Est, c'est dans ce cadre que vous avez initié, vous avez adressé une lettre au niveau de l'Assemblée nationale, plus précisément à la présidente de cette chambre basse du Parlement. C'est pour quel motif? Oui, en fait, c'est ça, ma lettre est claire. Je continue encore à insister sur cette lettre-là. Nous sommes les élus du peuple, madame. Sous forme de plaidoyer, alors? Ce n'est pas un plaidoyer, c'est plutôt une pression. Une pression que vous mettez au dos de... Ce n'est pas un plaidoyer, c'est plutôt une pression. Nous sommes les élus du peuple. Nous, qui sommes à l'Assemblée nationale. Nous sommes les élus directs. Nous, les députés et le président de la République. Nous sommes les élus directs du peuple et sans intermédiaire. Alors, s'il y a des personnes, s'il y a une institution qui doit se sentir hyper concernée par rapport à la situation que la population essaie de connaître, ce serait nous, l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela que je dis dans cette lettre que nous traînons les pas. Nous traînons les pas. Nous voyons quand même le gouvernement, à travers ce ministre sectoriel, faire des rondes, aller à Beni, aller à Goma, aller à Ituri, tout. Même le président de la République se déplacer, il était à Ituri, il était à Djougou, tout, ainsi de suite. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu l'Assemblée nationale, notre Assemblée, notre bureau, organiser une mission parlementaire. Pour que nous, les parlementaires, que nous descendions aussi sur le terrain. Il ne suffit pas d'interpeller le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, venir parler avec nous à l'Assemblée nationale. Ils ne viennent que parler pour 1 heure, pour 2 heures. Mais nous devons aller aussi vers la population. Nous devons aussi aller vers la société civile.
Nous devons aussi rencontrer, n'est-ce pas, les services de sécurité qui sont sur le terrain, parler avec eux, comprendre les problèmes. Et après, si nous allons inviter le ministre et tout à l'Assemblée, il va nous parler, bien sûr, mais nous devons aussi avoir les éléments d'information presque au même titre que lui, pour que le débat soit fructueux, pour que le débat soit à la hauteur. C'est pour cela que j'ai adressé cette lettre, qui est dirigeance, une mission parlementaire à Beni. Je ne parle pas de Goma, je parle de Beni, je ne parle pas de Boune, je parle de Irumu et je parle de Djougou, c'est-à-dire les territoires les plus affectés de l'Est. Nous devons aller dans ces territoires pour aller parler avec la société civile locale, pour aller parler avec les services de sécurité qui sont sur place, pour aller parler avec toutes les couches, n'est-ce pas, de la population, afin que nous ayons le même niveau ou les mêmes niveaux, n'est-ce pas, de formation quant à ce qui se passe à Ben. Donc, je demande ou j'interpelle notre bureau d'agir dans ce sens-là. Il n'y a pas autre moyen. Nous sommes tous élus et la présidente, les membres du bureau, nous tous, nous sommes élus. Ça ne fait pas bien quand nous assistons à des atterrements de nos électeurs qui vont nous voter demain. Donc on vous écarte déjà dans la course électorale, en quelque sorte. Et malheureusement, ça nous n'allons pas aimer. Nous allons mettre nos têtes pour qu'on coupe, pourvu qu'ils ne soient pas écartés, parce que ça ne va pas. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez, par exemple, à vos confrères, vos collègues députés, par rapport à ces situations, de Djougou, par exemple, de Beni? J'attends la mobilisation. J'attends que nous soyons tous mobilisés pour cette cause-là. La cause, elle est noble. La cause, elle est noble. Notre constitution consacre la sacralité de la vie. La vie humaine est sacrée et ça ne nous honore pas. Quand nous assistons à des cas de mort comme ça, ça ne nous honore pas. Un seul citoyen mourir en France, mourir en Grande-Bretagne, mourir dans d'autres pays, ça fait une situation, ça fait une question nationale. On décrète même les journées nationales de deuil. On décrète pour 2-3 personnes, deuil national décrété. Mais pour nous, 80 personnes, on ne décrète pas. Nous allons où? Nous travaillons pour qui? Nous sommes en politique pour servir qui? À part ce peuple qu'on est en train de tuer. Parce que nous ne sommes pas une institution, nous ne sommes pas ce que nous sommes, ça que cette population puisse exister. Nous sommes l'émanation de cette population. Et donc, franchement, je lance l'appel à mes collègues députés de se rapprocher à cette cause de l'Est. Nous devons mener des actions à tous les niveaux, chacun dans ce qui les concerne, pour que nous puissions mettre fait et pour que ce peuple de l'Est puisse au moins recouvrir leur sourire, pour qu'ils vivent aussi comme les autres peuples du monde. Donc aujourd'hui, on peut dire avant l'alternance, après l'alternance, il y a la même chose. Oui, bon, cette question de l'alternance, les gens veulent bien parler. L'alternance, c'est parce que chez nous, l'alternance, c'est le changement des cas de pouvoir. Hier, c'était Aousse qui était au pouvoir, mais aujourd'hui, c'est madame qui passe au pouvoir. C'est ça l'alternance chez nous. Mais nous devons aller plus loin à définir cette alternance. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions jouir. Parce que moi, je n'étais pas député le mandat passé. Donc, je peux aussi parler que j'ai fait l'alternance parce que je suis entré dans l'Assemblée nationale. C'est ça aussi l'alternance. Il y a les autres qui étaient à l'Assemblée, ils sont partis. Et nous qui n'étions pas, nous sommes entrés. Mais ça reste politique. L'alternance doit aussi être une question populaire. Il faut que la population puisse sentir qu'il y a un changement. Qu'il y a un changement de la classe politique, qu'elle a renouvelé. Pourquoi on parle de l'alternance? On parle de l'alternance, c'est-à-dire qu'il y a eu changement de personnes, changement de tendance. Alors il faut que cette population parce que qui a opéré le changement? Qui est l'acteur du changement? C'est la population. C'est la population qui a fait la mutation de sa classe politique. Mais apparemment, cette population ne se retrouve juste là-bas, parce que selon les différentes réactions qu'on a pu recueillir sur le terrain, la population continue toujours à pleurer avant. Encore et encore. Donc aujourd'hui, votre part de responsabilité en tant que député qui doit parler pour la cause de cette population. C'est ce que nous faisons malheureusement. Je vous ai dit que j'ai repris mon vacances parlementaire. Je suis rentré à Kinshasa. Toutes les institutions de la République sont ici. Et je suis député national. Et je ne peux qu'être correspondant des institutions nationales. C'est pour cela que je suis ici. J'ai fait la lettre ouverte à Madame la Présidente.
je lui donne le bénéfice de confiance. Je sais ça va le concerner parce qu'il sait ce que c'est la population. Il sait ce que la population peut compter pour lui. Surtout étant qu'une mère également. Étant qu'une maman, tout ça, avec ses doubles capacités, maman et député. Moi, je pense qu'il va plus agir, même à son niveau, contacter d'autres institutions, parce qu'il y a une réunion dans ces pays qu'on appelle interinstitutionnelle, où l'Assemblée nationale prend aussi part. Moi, je pense qu'il faut qu'il porte la question de la sécurité de l'Est au niveau de l'interinstitutionnel pour que toutes les institutions puissent inscrire à l'ordre prioritaire, n'est-ce pas, la question de l'Est, pour que cette population vive aussi la paix. En tout cas, nous n'allons pas seulement nous atteler là, nous parlerons également au cours de dans cette émission, la question soulevée il y a peu par le député, la question du porte-parole de l'opposition, qui fait débat ces derniers temps. Parlez-nous un peu de cette question au niveau interne, vous, de l'ensemble. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser pour briguer le poste du porte-parole de l'opposition? En fait, cette question n'appelle même pas au débat, parce que quand une question est légiférée, quand il y a une loi qui réglemente une question, parce qu'on fait le débat jusqu'à là où la loi a mis la limite. On ne peut pas débattre une question jusqu'à sortir de la loi, sinon ça c'est la violation. La question de l'opposition en général, c'est une question constitutionnelle. Tu vois, l'article 8 de notre constitution, n'est-ce pas, sacralise même l'existence de l'opposition. Il doit y avoir une opposition qui doit exister. Et à cela, le même article, à son dernier alinéa, dit qu'il y a une loi organique qui doit venir maintenant opérationnaliser le fonctionnement de cette opposition-là. Tu vois, c'est pour cela que nous avons la loi organique portant le statut de l'opposition congolaise. Mais malgré cette disposition, on a vu dans la législature passée cette question être vraiment débattue et puis renvoyée au calendrier grec sans trouver une réponse ou bien une solution par rapport à cette question du porte-parole de l'opposition. Et aujourd'hui, cette question revient tout de même conformément à la Constitution. Et aujourd'hui, est-ce que d'aucuns se pose la question, est-ce qu'on ne va pas vivre la même scène? Les mauvais exemples, il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas les transmettre à la génération future. Tu vois, il faut connaître les mauvais exemples, mais il faut faire garde de ne pas les transmettre. Parce que si vous transmettez des mauvais exemples, c'est des ruines à ruines que nous sommes en train de vouloir construire la société. Ce sont des mauvais exemples. On ne peut pas en parler parce qu'on peut pas, à 2006, à 2011, pourquoi on n'a pas mis en place le porte-parole de l'opposition? C'est une mauvaise volonté, c'est un mauvais exemple sur lequel on ne doit pas revenir. C'est pour cela même que nous sommes arrivés à l'alternance. Pourquoi nous parlons de l'alternance? Nous parlons de l'alternance entre autres parce que nous sommes peut-être mal comportés et la population n'a pas traîné à nous sanctionner. Voilà. Donc, moi je me dis, nous devons y aller. Pourquoi nous avons peur d'avoir un porte-parole de l'opposition dans ces pays? Pourquoi on a peur? Nous cachons quoi? Parce que nous sommes dans la mauvaise gouvernance, parce que nous ne voulons pas changer les choses. Ayons un porte-parole de l'opposition, un gardien de la légalité, un gardien attitré de la bonne gouvernance pour que ça puisse nous permettre d'aller de l'avant. Nous sommes une opposition plurielle, nous devons avoir une voix qui doit porter. Donc moi je pense que c'est une question constitutionnelle, c'est une question réglementaire, c'est une question légale. Donc nous au niveau de l'Assemblée pour le changement, d'ailleurs notre groupe parlementaire MSG7 avait pris le débat, avait écrit au bureau de l'Assemblée nationale, au bureau du Sénat, pour que les deux bureaux, parce que c'est ça aussi la loi dit que ce sont les deux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat qui convoquent en congrès les députés et les sénateurs de l'opposition. Et pour que ces députés et sénateurs réunis en congrès désignent soit à consensus, n'est-ce pas, les porte-parole, soit si le consensus fait défaut, ils peuvent passer aussi au vote. Pourvu que nous ayons cette fois ici les porte-parole de l'opposition. Donc, on vous entendre parler, la question du porte-parole vous intéresse, vous d'ensemble, mais aujourd'hui, on parle d'un deal entre vous d'ensemble et ceux du MLC. Est-ce qu'on peut savoir de quoi est-ce qu'il est question par rapport à ces deals entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi? Les deals, c'est quoi? Les deals d'effacer l'article 8 de la Constitution. Parce que si on nous dit qu'il y a les deals entre nous,
Peut-être il faut qu'on spécifie la matière. Le deal porte sur quoi? Parce que une question légale, une question où la loi a tranché, comment on va parler d'accord de deal? C'est surtout qu'ensemble a beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça qui fait peur. C'est à cela que les gens font peur. Mais on a vu, malgré votre le nombre de députés, vous avez pu quand même échouer au niveau du porte-parole adjoint de l'Assemblée nationale. Ouais. Maintenant, ça c'était le deal entre qui? Parce qu'on nous parle de deal, entre Ensemble et MLC. Nous allons aux élections avec MLC. MLC prend le poste. Maintenant, l'MLC a fait le deal avec nous pour prendre notre poste. C'est à vous de nous dire. Donc là, vous comprenez que le débat est en train de se déplacer et nous disons, nous sommes engagés à appliquer la Constitution. Nous sommes engagés à respecter toutes les lois de la République. C'est pour cela que nous sommes là. Et toutes les lois, avec loi portant statut de l'opposition. C'est une loi comme toutes les autres lois. Donc, il n'est pas question de nous prêter des étations, de dire que nous avons le deal avec telle ou telle autre personne. Nous disons, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous, on a fait la déclaration de notre appartenance à l'opposition, comme nous demande le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, nous nous identifions comme étant le membre de l'opposition. Et, à fouiller les lois, la loi nous donne la latitude d'avoir un porte-parole. C'est ce que nous demandons à tous les députés de l'opposition, à tous les sénateurs de l'opposition, peu importe la tendance, que nous devons nous mettre ensemble pour que nous trouvions par consensus un porte-parole afin que nos voix soient portées d'une manière officielle. Mais d'autres sources nous parlent déjà d'une gestion rotative entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, 2 ans. Est-ce que c'est une information que vous pouvez affirmer ou ce sont que de rumeurs? En fait, ça peut être rumeur ou pas, mais moi je me dis, Moïse Katumbi a 2 groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. El Bemba a aussi un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc sur le plan chiffre, sur le plan nombre de députés, c'est soit Moïse, soit Bemba, dont l'un vit après l'autre. Vous comprenez? Donc si le consensus se dégage, qu'il faut que Bemba soit notre porte-parole, ça passe. Donc c'est plus par vote, donc c'est par un consensus. C'est la loi qui parle de consensus, c'est même pas moi. Okay. Parce que la loi donne des possibilités, soit on passe par le consensus, mais si le consensus bloque, on peut passer au vote. Si le consensus va faire que Bemba soit porte-parole, tant mieux. Si le consensus va faire que Moïse soit porte-parole, tant mieux. Si les deux peuvent dire, alors d'une manière alternative, d'une manière d'alternance, nous allons dire, comme nous le savons avec 4 une personne va prendre des A, une autre personne prend des A. C'est aussi un consensus. C'est toujours un consensus. Donc moi, je ne vois pas, à tous les 2 cas, je ne vois pas le mal. Mais pour nous, nous devons avoir un porte-parole de l'opposition, cette législature, parce que c'est la loi qui le demande. Mais honorable Jackson, vous êtes ensemble membre de la coalition politique Lamouka, mais on a vu certains leaders de cette plateforme se désolidariser de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir quelles sont les relations que vous avez entre vous d'ensemble pour le changement et d'autres leaders de la... Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et être ensemble, la divergence d'opinion politique n'est pas synonyme de ne pas être ensemble. Nous les respectons, c'est leur point de vue de dire que non, vu cette situation, vu ceci, ils donnent l'argumentaire, non, ils argumentent. C'est pas pour refuser, ils ne refusent pas pour refuser. Et nous ne disons pas d'avoir les porte-parole de l'opposition pour le simple de vouloir avoir ça. Chaque cas argumente. Mais nous sommes ensemble avec le groupe, avec les leaders qui disent que ce n'est pas opportun que nous puissions avoir les porte-parole de l'opposition. Et nous disons franchement c'est opportun, nous devons l'avoir. Ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas ensemble et tout. Nous restons tous de la Mouka. La Mouka d'abord c'est la démocratie qui règne chez nous. C'est la démocratie. Donc, aussi... En tout cas on peut se réveiller le matin, l'autre prend une telle position, donc vous demeurez toujours ensemble malgré vos divergences de vues. Oui. Vos divergences de vues. Oui, parce que nous, à la Mouka, vous voyez la première disposition à la Mouka, la première option dans la charte de la Mouka, nous disons dans la Mouka, notre première mission c'est la défense de la Constitution. Tu vois? Alors pour nous, il n'y a pas un sujet tabou si ce sujet est légal. Tu vois? Pour tout ce qui est légal, on peut prendre n'importe quelle position, mais pourvu que ça reste légal. Alors, moi, je me dis, nous qui
voulons, n'est-ce pas, avoir les porte-parole de l'opposition, nous sommes en train de nous appuyer sur les textes. Sur le texte. Et il y a nos amis qui ne veulent pas que nous puissions avoir, n'est-ce pas, les porte-parole de l'opposition. Il va aussi pouvoir nous dire. Parce que nous nous disons, qu'est-ce que nous faisons alors à l'Assemblée nationale? Parce que et nous qui voulons avoir les porte-parole et ceux qui ne veulent pas, nous sommes tous à l'Assemblée nationale. Nous sommes tous députés et vous allez voir quelque part, nous avions tous fait la déclaration d'appartenance à l'opposition. Bon, comment voulez-vous appartenir à un groupe et ne pas appliquer les réglementations qui se fait obligatoire au groupe auquel vous dépendez? Ça pose un peu problème. Mais alors, nous disons à nos amis, non partant pour la mise en place de porte-parole, de revenir vers nous, parce que ce n'est pas encore tard, nous sommes ensemble. Nous, à la Mouka, nous sommes encore ensemble jusqu'à présent. Il n'y a aucune division, mais c'est juste un espace où il y a plus de débats, il n'y a pas un maître qui décide, il n'y a pas un maître qui fait ceci. Nous débattons et nous... Dégager un consensus. Nous dégageons les consensus. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a la démocratie plutôt qui règne dans la Mouka. Est-ce que vous savez pourquoi la population nous aime? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Mais cette question de la révision constitutionnelle, ça fait quand même débat. Hein. Il y a l'un de vos collègues qui a initié une démarche pour qu'on puisse quand même... Vous parlez de l'honorable Sessanga? Voilà. D'Envol, qui vient d'initier une démarche pour réviser la Constitution. Déjà, il y a plusieurs signatures à sa possession. Déjà, on parle de plus de 100 000 signatures déjà. Quel est, par exemple, votre point de vue par rapport à cette question de la révision constitutionnelle? Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est opportun qu'on puisse réviser la Constitution, vu déjà les escalades verbales? Madame, il ne faut pas avoir peur du changement. D'abord. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut toujours... Il faut aimer les changements. Mais est-ce que la question a été bien réfléchie? La Constitution, notre Constitution, la Constitution que la Mouka défend, parce que c'est notre premier cheval de bataille. Nous n'avons pas dit que la Constitution, en le défendant, on ne peut pas le modifier. Si la modification de la Constitution doit respecter cette même Constitution, où est le problème? Parce que dans cette Constitution, il y a des dispositions intangibles qui ne peuvent pas souffrir d'une quelconque modification. Voyez-vous? Mais s'il y a des dispositions intangibles, il y a d'autres dispositions qui sont passibles d'une modification. Alors moi je pense que les Congolais, même pas un député, les Congolais partout qu'ils sont, les Congolais, toute personne peut initier une pétition, peut demander, n'est-ce pas, dans le respect de la procédure, peut demander qu'on puisse modifier tel ou tel autre. Nous attendons les débats au niveau de l'Assemblée nationale, parce que si vous voulez modifier une constitution, il faut venir avec une question précise. La question doit être précise, quelle est la disposition qu'on veut changer? Et ceci peut nous amener à quoi? Et nous allons interroger la même constitution. Est-ce que cette question qu'on vient de poser est révisable? Vous voyez? Est-ce que cette question est révisable? Vous serez d'accord avec moi lors du dernier discours du chef de l'État sur l'état de la nation? Le chef de l'État lui-même est revenu sur cette question. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, parce que lui, il est venu avec des questions. Il a parlé du retour du deuxième tour. Voyez-vous? Retour du deuxième tour. Et c'est ça aussi la démarche de Sessanga. Tout à fait. Le retour du deuxième tour. Et puis la possibilité de voir est-ce que les scrutins du gouverneur, on peut voir comment rendre soit direct les scrutins du gouverneur. Le chef de l'État est revenu sur cette question. Pour nous, où est le problème? Où est le problème? Nous n'avons pas peur des élections. Donc vous ne trouvez pas d'inconvénient qu'on puisse réviser? Nous n'avons pas peur des élections. Et on peut même aller jusqu'à déverrouiller certains articles dont les contenus restent jusque-là entre les mains de l'opposition. Parce que vous parlez déjà de déverrouiller, là, je ne serais pas d'accord avec vous, parce que je suis de la Mouka. Nous, c'est la Constitution que nous sommes en train de protéger. On ne peut pas déverrouiller les articles intangibles ne peuvent pas faire objet de changement, parce que là, la procédure sera vraiment lourde. Parce que si vous touchez les dispositions intangibles, cette même Constitution vous dit, si ces dispositions intangibles sont touchées, ce n'est pas seulement les deux chambres réunies à Congrès qui peuvent valider cette modification. Voyez-vous? Il faut aller jusqu'à organiser le référendum. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est-à-dire, nous ne voulons pas aller au référendum avec cette constitution. Cette constitution jusque-là ne pêche pas encore, mais néanmoins, il y a des dispositions qu'on doit certainement armer, qu'on doit certainement changer pour que la démocratie soit bien faite. Par exemple, la disposition qui parle du deuxième tour des élections, c'est bien.
C'est bien. Nous ne voulons pas avoir demain le président de la République élu avec 19 voix parce que les élections c'est 19%, tout ça. Nous voulons qu'il y ait la démocratie. Si on n'a pas atteint un tel pourcentage, on doit recommencer pour que la personne qui doit passer soit vraiment revêtie d'une légitimité importante pour diriger le pays. Voilà, pour nous, du côté de la Mouka, nous sommes prêts que cette disposition de deuxième tour rentre. Et nous allons aux élections, nous allons voir ce qui se passe. Comment diriez-vous à ceux-là qui pensent que notre constitution est taillée sur mesure d'une personne, par exemple? De laquelle personne? Moi, je pense qu'il ne faut pas spéculer. Il ne faut pas spéculer. S'il y a une disposition qui vous gêne dans cette constitution, il faut nous proposer la modification, il faut saisir notre bureau, il faut saisir l'Assemblée pour qu'on en débatte. Donc il ne faut pas spéculer. Moi, je n'aime pas les plaintes, je n'aime pas les personnes plaintives. Comme à l'époque du président Kabila, par exemple, qui n'ont pas aimé le deux tours, donc ils ont fait leurs efforts, ils ont fourni en donnant des argumentaires pour arriver à obtenir quand même la modification de la Constitution. Et aujourd'hui, vous revenez encore sur la même question. Vous ne voyez pas que cette question fait un peu de C'est-à-dire la première révision. C'est-à-dire la première révision n'était pas bonne. Parce que si on révise quelque chose aujourd'hui et que demain on dit retournons encore là où nous sommes partis, c'est-à-dire la première modification n'a pas été honnête, c'est-à-dire on a touché une disposition qui ne faisait pas problème. Parce que dans les temps, le moment où on modifiait cet article, voyez-vous, l'argument était quoi? L'argument était le moyen. Voyez-vous, l'argument était le moyen de dire que non, les élections. Le moyen pour organiser les élections. C'était un fort problème. Comprenez avec moi que c'était un fort problème. C'était pas un problème de moyens, c'était un problème plutôt de calcul politique, de tout. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, moyen ou pas, nous sommes obligés de retourner le deuxième tour parce que l'importance pour nous ici, ce n'est pas les moyens. L'importance pour nous ici, c'est notre crédibilité à la face du monde. Nous devons être crédibles. Le Congo est grand. Le moment est venu pour que la démocratie puisse régner dans ces pays et pour que nous soyons respectés à travers le monde. Nous sommes un grand pays, il faut que quand nous faisons des choses, il faut que ça reflète notre grandeur, il faut que ça reflète notre spécificité en Afrique aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, retournons sur le deuxième tour. S'il y a un vaillant candidat qui peut battre les autres au premier tour, il le bat. S'il n'y a pas quelqu'un vainqueur au premier tour, nous retournons sur le deuxième tour et le deuxième tour nous trache. Où est le mal? Il n'y a pas de mal. Même si on n'arrivait pas, par exemple, à dissoudre l'Assemblée nationale, il n'y a pas toujours de mal. Parce que si certaines dispositions n'arrivent pas à permettre à ce que le chef de l'État puisse bien faire son travail, donc il peut aussi amorcer cette disposition pour arriver à obtenir la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale est aussi légale. Est illégale. Pourquoi les gens ne veulent pas parler? Pourquoi les gens ne veulent pas lire tous les articles? Parce que moi je n'aime pas la lecture saucissonnée, la lecture sélective des textes, des dispositions des textes. Voyez-vous, la Constitution prévoit les modalités de la dissolution de l'Assemblée nationale. Voyez-vous, il suffit qu'il y ait une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. La crise est bien sûr persistante. C'est au président de la République de le constater. Néanmoins, il consulte les deux bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale et il dissout l'Assemblée nationale. Moi, je ne vois pas les convénients si les conditions sont réunies et qu'on arrivait à dissoudre l'Assemblée nationale. On dissout et puis c'est fini comme ça. C'est ça notre constitution. C'est pour cela que je vous ai dit au début de cette émission, au début de ces points ici, il ne faut pas avoir peur du changement. Donc, quand le changement est légal, quand le changement respecte la procédure, il faut y aller. M. Jackson, qui est député national, n'a pas peur de changement ni de la dissolution de l'Assemblée nationale. Quand c'est légal, quand ça réunit sa condition, il faut y aller. Parce que ce n'est pas parce que Jackson est député qu'on doit museler, qu'on doit mettre à berne un texte, une disposition. En tout cas, nous tendons vers la fin de cette émission. Honorable, parle-nous un peu de cette mutation d'ensemble pour le changement qui était une plateforme politique, en parti politique. Cet changement ne vous fait pas peur, vous qui êtes d'ensemble? Toujours, je vous répète, de ne pas avoir peur du changement. Les changements de phase, ça fait peur parce qu'on ne connaît pas, l'avenir qui nous attend demain. Aujourd'hui, quand même, vous connaissez, mais demain, là, qu'est-ce qui vous attend? La politique, elle est dynamique. La politique, elle est dynamique. Nous sommes une famille politique très organisée de ces pays. Nous, ensemble, pour le changement. Voyez-vous? Nous, ensemble pour le changement, nous, les six partis politiques qui sont à la base, n'est-ce pas, de la création avec Moïse de l'Assemblée pour la République. Nous sommes une famille politique
nous sommes une famille politique très organisée. Ce n'est pas tombé du ciel. Hein. Cet événement de la mise en place de la création de l'Assemblée pour la République n'est pas tombé du ciel. C'est un objet qui a fait, c'est une question qui a fait minutieusement objet d'une étude. Il y a des experts qui se sont mis pour analyser en fond la situation politique, la situation sociale, la situation économique de notre pays. Nous sommes partis d'une très bonne étude qui nous a montré que notre pays mérite mieux que plusieurs partis politiques. Voilà, notre pays mérite une mobilisation des personnes beaucoup plus intègres ensemble pour faire un front. Donc, de cela, nous n'avons pas peur parce que nous sommes partis d'une étude. Mais si c'était d'une manière suppitée, d'une manière cavalière, d'une manière accidentelle que nous y sommes allés, là nous n'avons pas grande chance d'aller plus loin. Mais nous vous rassurons que nous sommes partis d'une analyse réelle et approfondie de la situation de ce pays, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Donc, sur tout ce plan-là, on a compris que la meilleure dynamique serait de rassembler les énergies des personnes qui réfléchissent presque de la même manière, afin que les débats soient bien organisés pour que les changements tant entendus par le peuple congolais soient au rendez-vous. Vous espérez un aboutissement radieux de cette mutation? La mutation sera radiée, pas pour nous, mais pour le peuple congolais, parce que tout ce que nous le faisons pour le peuple congolais. Et nous nous disons, si nous pouvons, l'approche qu'on avait, que chacun puisse travailler de son côté et que nous puissions aller vers les résultats, nous nous sommes dit non, cette dynamique-là des plateformes, on s'est dit non. Nous pouvons aller vers l'unité de nos énergies pour être plus efficaces, plus perspicaces sur le terrain, afin que nous puissions réclamer les changements, afin que nous puissions imposer les changements que le peuple congolais est en train d'inspirer. Honorable Jackson, nous sommes à la fin de cette émission. Madame, Messieurs, je vous rappelle ici qu'on a reçu Honorable Jackson Aoussé à Fingoto. Donc, il est député national pour le compte d'ensemble pour le changement. Avec lui, on a parlé de toutes les questions, de toutes les questions liées à l'actualité. Donc, Honorable, je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter ou bien, lorsque vous étiez en train de parler, vous aviez pu quand même oublier quelque chose ou vous aimeriez apporter un peu d'éclaircissement, vous pouvez le faire. On a parlé de tout et de rien. J'aimais toutes les questions qui m'ont été posées, surtout sur la question de l'Est, parce que c'est ce qui me préoccupe très actuellement, parce que chez nous, quand il y a deuil, tout s'arrête. Hein. Quand il y a deuil, les gens ne peuvent pas aller au champ. Quand il y a deuil, on ne peut pas aller au mariage. Quand il y a deuil, on ne peut pas aller à la fête. Quand il y a deuil, tout s'arrête. Et pour moi, c'est le principe que j'utilise. Quand il y a un citoyen congolais qui tombe, moi je me dis, c'est de là que nous pouvons d'abord aller, avant d'aller ailleurs. Donc comme les gens continuent à mourir à l'Est, je ne vois pas une autre priorité pour moi. On a fait des analyses, on a discuté un peu des questions par rapport à cette question de l'Est. Je reviens encore sur cette question. Je demande à toutes les institutions de la République, Assemblée nationale, Sénat, présidence, gouvernement, de se mobiliser. Que toutes les institutions se mobilisent pour la cause de l'Est, que nous inscrivions la question de l'Est à un ordre utile dans nos agendas. À tout moment, dans chacune de nos réunions institutionnelles, demain, chaque vendredi, il y a conseil des ministres. Dans le conseil des ministres, la question de l'Est doit être inscrite à chaque ordre du jour. On ne peut pas tenir un seul conseil des ministres dans ces pays sans pourtant inscrire la question de l'Est. C'est comme ça qu'on faisait avec Ebola, quand ça consumait les gens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le coronavirus. Il y a une réunion qui se tient chaque jour et chaque soir, on a un tableau clair de ce qui se passe journalièrement. C'est comme ça que nous devons gérer la question de l'Est. Nous devons l'inscrire à l'ordre prioritaire dans nos agendas, tenir des réunions chaque semaine, chaque jour s'il le faut, pour examiner en fond la question de l'Est. Voilà un peu, madame, ce que je veux dire. Je termine en disant que j'aime la mobilisation, je plaide pour une mobilisation de toutes les institutions pour la question de l'Est. La question de l'Est doit être inscrite à l'ordre du jour en termes d'urgence, comme vient de le dire le député Jackson Aoussé Afingoto. Donc, le gouvernement tout entier doit se mobiliser autour de la question en vue de trouver une solution urgente. C'est à ce mot que nous mettons un terme à cette émission. Là, je dis merci à l'équipe technique qui m'ont accompagné. Je dis merci à Jérès Mabika, Brandon Milalou, à Michomba, à Tonton Ebongo, Bijunjondi Bateko pour leur appui technique. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.